Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir avec Rémi de recevoir Daniel Luciani et Thomas Parouti. Tous deux sont des experts de la communication responsable et on va peut-être demander déjà à Daniel de se présenter, de présenter son activité. Oui, bonjour, Daniel Luciani. Donc, j'ai dirigé pendant plus de 20 ans l'agence de communication ICOM, qui est une agence de communication responsable. Et depuis quelques années, je dirige également une agence dédiée à l'accompagnement RSE et à la transition des entreprises et des organisations. Donc, je me présente à mon tour, je m'appelle Thomas Parouti, j'ai 48 ans, marié, 3 enfants, ex-toulousain parce que j'ai fait Sup de Côte-Toulouse quand ça s'appelait encore comme ça avant que ça ne s'appelle Toulouse Business School. Donc j'en suis sorti il y a 25 ans. Et ça fait 25 ans que je fais du conseil en communication. On va dire que la première douzaine d'années, c'était plutôt sur les problématiques digitales, donc accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et dans tout leur marketing relationnel, par exemple, avec tout l'appui des bases de données qu'on peut avoir. Et il y a 12 ans, j'ai créé l'agence Mieux, qui est une agence conseil en communication qui accompagne les marques et les entreprises sur leurs enjeux RSE. Donc, ça veut dire qu'on fait de la communication sur la stratégie RSE de l'entreprise en interne, auprès des collaborateurs, pour les sensibiliser, les motiver, les embarquer, en externe pour expliquer aux parties prenantes extérieures toute la stratégie RSE, et on accompagne aussi des marques dans la communication de leurs offres à partir du moment qu'elles sont labellisées, éco-conçues, made in France, qu'elles participent d'une façon ou d'une autre à la préservation de l'environnement ou à l'inclusion sociale. Voilà. En plus de ça, j'essaie d'avoir quelques autres activités pour partager un peu mon expérience. Donc, j'interviens dans des écoles type Sciences Po, HEC, AgroParisTech ou parfois à Toulouse. J'essaie aussi de partager un peu mon expérience sur quelques plateaux télé, par exemple sur Bismart. Et je suis membre de quelques associations, comités, donc soit des associations environnementales, soit par exemple le comité de préfiguration de la Convention 21, qui est une sorte de convention citoyenne climat pour les entreprises, où je travaille aussi, je file un coup de main à des comités de réflexion sur la labellisation, des sujets comme ça. Alors, pour creuser un peu le sujet, et comme point de départ, ce que je propose, c'est de rebondir sur quelque chose qu'a dit Daniel. Il a dit pionnier en communication responsable. Moi, ça me provoque deux questions. La communication responsable, est-ce que c'est, selon ce que je comprends de Thomas, communiquer sur la responsabilité de l'entreprise uniquement, ou est-ce que c'est une façon de communiquer qui est responsable? Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on a pu à un moment être pionnier? Est-ce que ça veut dire que la communication n'a pas toujours été pensée de manière responsable enfin, voilà, c'est deux axes, deux questions peut-être. La communication responsable, en fait, c'est trois choses. Il y a d'abord effectivement les sujets de communication sur des sujets relevant de la responsabilité, de la RSE notamment, hein. Et donc ce qu'a très bien dit Thomas sur ses engagements ce jour. Donc ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, c'est la partie plus technique qu'on appellerait, ou que l'ADEME appelle par exemple l'éco-communication. C'est-à-dire en fait comment mettre en œuvre une communication qui réduit ses impacts, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Donc ça, c'est la partie la plus technique, hein, et aujourd'hui, la tendance, c'est bien le digital responsable qui est au cœur des enjeux des communicants. Et la troisième dimension, c'est la plus sophistiquée, entre guillemets, aujourd'hui, et Thomas l'a laissé entendre dans ses propos, c'est comment la communication, aujourd'hui, peut être au service pour accompagner la transition de notre société, en fait. Et donc, ce que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est que la communication, elle, jusqu'à présent, elle a véhiculé un seul univers, un seul imaginaire qui était en gros, et c'est pour ça qu'on en est un peu dans la situation, hein, où on en est aujourd'hui, qui était en gros, pour être heureux et pour être bien, il faut consommer. Et donc, jusqu'à présent, jusqu'à quelques années, la communication a servi à promouvoir ce modèle de société de consommation. Pour réussir, pour être heureux, il faut que je consomme. Voilà. Et donc, l'imaginaire qu'a créé la communication et qu'a porté en termes de représentation sociale, en termes de récit, c'est ce récit-là.
Et d'où la difficulté que l'on a aujourd'hui. C'est pour ça que le troisième volet de la communication, comment ça doit accompagner justement la transition, et notamment les marques qui sont engagées, mais aussi les autres, pour les accompagner dans cette transition, et donc créer des nouveaux univers, des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits, de manière à rendre le monde de demain plus désirable euh, et évidemment positif. C'est ça l'un des enjeux de la communication responsable. Et effectivement, quand on a commencé à poser ce vocable en 2006 avec certains confrères, on n'était pas du tout dans cette réflexion-là. Il y avait d'un côté la RSE, et puis de l'autre côté, un métier qui s'appelait la communication. Et rien ne reliait les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait avoir des entreprises qui avaient quelques engagements ou des engagements RSE, et puis continuer à faire de la communication qui ne prend pas en compte des enjeux de la RSE. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née la communication responsable, pour associer les valeurs et les engagements RSE des marques et la façon de faire différemment son métier. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on en est comment la communication qui a cette responsabilité, en fait, de faire que notre monde de demain il soit tout aussi désirable. Ça, c'est le rôle vraiment majeur de la communication aujourd'hui. Évidemment, si elle est responsable, c'est l'objet même du coup de l'enjeu qui est le nôtre professionnel de la communication. Pour rebondir sur ce que vient de dire Daniel, typiquement, la communication RSE, c'est comment je vais expliquer qu'un acteur de n'importe quel secteur ne nuit pas, respecte la règle, et même peut-être fait un peu plus que la règle et essaie je vais prendre un exemple qui est basique et qui est du coup un peu nul, mais c'est comment, parce que je suis une entreprise de l'agroalimentaire, je vais participer à réduire mes insecticides, je communique dessus, et voire peut-être planter quelques ruches, enfin mettre des ruches, etc. C'est du basico-basique. Sur la deuxième partie que Daniel appelait l'éco-communication, qu'on peut réappeler aussi l'éco-conception, l'éco-socio-conception de la communication, c'est comment j'arrête de prendre un billet d'avion pour aller faire une pub pendant 2 jours en Afrique du Sud, comment je produis du papier à grande quantité sans vraiment faire attention, comment je crée des sites internet avec des grosses vidéos qui pèsent lourd sur des hébergeurs, enfin chez des hébergeurs qui utilisent une énergie fossile, en tout cas carbonée. Donc, comment je vais changer ça, et donc comment je fais globalement pour réduire mon bilan carbone de ma campagne de communication. Nous, il n'y a pas très longtemps, on a fait une dizaine de films pour le groupe La Poste, qui est une entreprise extraordinaire, très engagée et tout. On a éco-socio-conçu les films, donc on est allé partout en France. Évidemment, on n'a pas pris l'avion, évidemment, on n'a pris que les transports en commun une fois sur place, etc. On a fait attention à la nourriture, on a fait attention à la moindre utilisation de la voiture, à l'utilisation de matériel qui n'était pas forcément un matériel très neuf, etc. On a fait 120 kg de CO2 en 10 tournages. On l'a compensé, on a planté un arbre, ça nous a coûté 3 €. Mais au moins, on s'est dit, tiens, on a fait tous les efforts d'évitement et de réduction, et ensuite, on compense en plantant un arbre et on contribue à la neutralité collective. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et ensuite, effectivement, le troisième volet, c'est comment je crée un imaginaire positif. La phrase avec Daniel qu'on connaît depuis 15 ans, c'est comment je rends le développement durable désirable. Comment j'arrête de faire croire que, typiquement, campagne de greenwashing, en plus à Toulouse, pays du rugby, vous connaissez Invictus, le parfum. Donc, le mannequin dans la pub, il est très, très fort, très musclé. Il gagne son match, il a une coupe, il rentre dans le vestiaire et il y a 6 femmes quasiment nues qui l'attendent comme récompense. Là, on se dit, il y a un problème par rapport à l'image qu'on veut dégager de la femme. Ce n'est pas parce que tu vas acheter un parfum que tu auras 6 femmes nues ensuite dans ton vestiaire. Il y a un problème de décalage. Il y a, voilà, de la même façon, Daddy Sucre, il n'y a pas très longtemps, a fait une campagne de publicité en affichage avec une boîte de sucre, des fans de betterave sucrière, un enfant qui tenait ça, et il nous disait gentiment, on vous rappelle que le sucre est d'origine végétale. S'il, c'est un fruit et un légume, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Ah, donc là, il y a un problème de communication et on embarque les consommateurs sur une histoire qui n'est pas la bonne. Donc du coup, comment, pour reprendre une expression qui a été écrite dans les Bibles que Daniel a pu publier, comment on crée un imaginaire collectif et comment on crée une empreinte immatérielle positive. Une empreinte immatérielle positive, c'est comment je participe à la construction d'une nouvelle société par mes communications. Aujourd'hui, la culture, c'est quoi? Ok, c'est le cinéma, Netflix, YouTube, le théâtre un peu, le musée un peu, mais c'est quand même beaucoup la télé et les campagnes de pub qu'on reçoit de façon
excessive. Donc, on a une grande responsabilité qui est d'emmener tout le monde en tant que publicitaire, en tant que communicant, vers une nouvelle histoire qui soit beaucoup plus impact positif, en tout cas qui soit plus sobre aussi parfois. Hein. Il y a cette fameuse campagne de Patagonia en 2011 qui dit « Don't buy des jackets » parce que votre jacket, vous pouvez la faire réparer. Si ça se trouve, elle peut durer 2 ans de plus. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez peut-être la troquer ou la revendre d'occasion, etc. Enfin bon, comment on embarque les consommateurs dans une nouvelle histoire. Nous, la raison d'être de l'agence Mieux, c'est accélérer la transition écologique et solidaire en inventant un nouveau modèle d'agence experte, agile, heureuse et créative. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que la communication est cet outil extraordinaire qui accélère. C'est-à-dire qu'aucun produit n'est connu sans communication. La communication a cette capacité à accélérer la notoriété des entreprises, des marques, des gens, etc. Donc, on a une grande responsabilité, on a un grand pouvoir et donc il faut l'utiliser de façon positive. Et la deuxième partie de notre raison d'être, c'est qu'il faut certainement se poser des questions sur aussi le modèle social de nos entreprises. Parce qu'en agence, il y a quand même un modèle qui est quand même très pyramidal, très machiste, voire avec parfois des vrais problèmes de harcèlement qui sont sortis il n'y a pas très longtemps dans pas mal d'agences. Et Balance Ton Agency sur Instagram parle de ça assez souvent. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut casser le modèle, il faut le transformer, il faut donner plus de pouvoir à tout le monde, évidemment aux salariés, à l'écoute des parties prenantes, parce que typiquement la communication responsable, comme la RSE, c'est avant tout RSE, responsabilité, ça vient de respondere en latin, qui veut dire répondre. Donc la RSE, c'est comment je suis en capacité de répondre à toute question qui m'est posée par une partie prenante externe, interne, etc. Voilà, donc comment je suis plus responsable. Et forcément, ça se construit avec les autres. Et jamais une marque va pouvoir tout transformer, jamais un homme va pouvoir tout transformer. Donc, c'est des initiatives. Et nous, communicants, on a cette responsabilité d'accompagner cette évolution de société pour aller vers une société certainement plus sobre, moins énergivore, où on consomme pas des produits, mais on vit des moments où on utilise des produits éventuellement. Mais voilà, on doit être sur le partage de la propriété, on doit être sur l'usage, on doit être sur des vélos partagés, on doit être sur des perceuses partagées. Vous savez, une perceuse, ça a une durée de vie de 8 minutes. Vous achetez une perceuse, elle va vivre 8 minutes. Et pourtant, pendant 10 ans, vous la gardez dans votre boîte à outils et personne ne l'utilise. Pourquoi ? Il faut une loi, à mon avis, où on interdit plus d'une perceuse pour 5000 habitants. Et comme ça, chaque quartier a sa perceuse et son Karcher et on arrête de produire des produits inutiles. Voilà, bon, je suis parti un peu plus loin que la communication. Moi, justement, on voit bien que tu pars loin là. Justement, c'est parfait parce qu'à un moment, tu as dit la communication, ça sert à accélérer. À accélérer la commercialisation, à accélérer la connaissance. Est-ce que, du coup, ce n'est pas quelque chose qui rend plus complexe la démarche que tu appelles de tes voeux, d'une transformation assez radicale de nos pratiques et de nos méthodes, puisque cette transformation ralentit les processus. Par définition, la tendance naturelle de la communication va être d'accélérer ce qui existe plutôt que de prendre le temps de chercher ce qui est différent, de sourcer des manières d'être, des manières de parler ou des outils moins énergivores, etc. Est-ce que du coup, ce n'est pas impossible pour la communication que de devenir massivement responsable ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la RSE et la responsabilité, tout le monde en veut. Les consommateurs, on va dire une grande partie des consommateurs veulent consommer plus responsable. Toutes les études le démontrent, etc. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les salariés aussi veulent travailler dans des entreprises qui soient à impact positif, enfin qui participent dans cette quête de sens. Ils veulent travailler dans une entreprise qui a des valeurs. Après, il faut évidemment définir les valeurs, etc. La troisième bonne nouvelle, et qui est plus récente et qui est presque plus surprenante, c'est que l'actionnaire, qui est la troisième partie prenante de ce trinôme, l'actionnaire aussi accélère beaucoup en ce moment. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle les acteurs de la finance responsable et on voit bien que les banques qui faisaient de l'ISR gentil sont en train d'aller vers de plus en plus d'impact investing. Les actionnaires mettent la pression sur les grands groupes et donc du coup, tout le monde en veut. Et donc, si le directeur marketing, le directeur financier en relation avec les actionnaires, le DRH, le directeur commercial, si tout le monde se met d'accord, on va aller dans cette direction. Donc ensuite, la campagne de communication, elle va être sur des sujets de responsabilité. Voilà. Alors après, il ne faut pas en mettre trop, il faut toujours garder de la cohérence. C'est-à-dire que
Tu ne peux pas vouloir faire une promo sur un yaourt en verre sous prétexte qu'il est recyclable versus du carton plastique si tu maltraites les producteurs de lait et si tu as une logistique très carbonée. Donc, il faut évidemment de la cohérence et ça, c'est le premier paramètre d'une communication générale, mais d'une communication responsable, évidemment. C'est la cohérence dans la stratégie de l'entreprise. Ma conviction par rapport à ta interrogation, Rémi, ma conviction en 2008, quand on s'est engagé pour promouvoir la com responsable en France, se disait, dans tous les cas, la communication de demain sera nécessairement une communication responsable. De fait, de par ce que vient d'expliquer Thomas, à la fois les attentes des consommateurs, les évolutions des attentes des nouvelles générations, et puis effectivement, avec la question des investisseurs et de la finance. Donc, c'est ma conviction et c'est ce que je transmets aujourd'hui quand je forme des professionnels de la communication, en disant demain, la communication sera responsable. Le seul truc, c'est qu'on a mal fait le job jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout ça qu'on a véhiculé jusqu'à présent. On a véhiculé jusqu'à présent ce qu'on a très bien expliqué précédemment, c'est à savoir, de toute façon, pour être heureux dans le monde, il faut être costaud, gagner plein d'argent et puis écraser les autres, quoi, hein, et puis manger accessoirement. Hein, bon. Ça, c'est les fondamentaux du patrimoine génétique qui est le nôtre. Hein. Manger, être beau ou être belle, et puis accessoirement être meilleur que les autres et écraser les autres. Bon. Donc ça, c'est dans notre patrimoine génétique. Et en fait, le job, on ne l'a pas fait. Et donc, ma conviction, c'est qu'effectivement, on va vers une forme de communication qui sera de plus en plus responsable parce qu'il y a la maturité des consommateurs et des citoyens qui grandit, qui sait décoder. Voilà. Donc ça, c'est génial. Mais en même temps, il y a toujours un rappel à notre patrimoine génétique qui fait que, par exemple, hein, les jeunes ont une aspiration de consommer responsable. Il y a une étude, là, ce matin, j'entendais, alors je ne me souviens plus la source de l'étude, mais c'était en gros, il y avait 65% des jeunes, les millennials de 18 à 35 ans, là, 20 à 35 ans, on va dire, qui aspiraient à consommer responsable. Mais dans les faits, il y a 21% qui le fait de temps en temps, quoi. Et donc, ça veut dire que l'aspiration à l'achat responsable existe, l'intention existe, la traduction en action ne l'est pas, pour plusieurs raisons, hein, parce que les marques dites responsables n'ont pas créé les imaginaires ou les récits qui allaient avec, et que par ailleurs, eh bien, de temps en temps, ou très souvent, l'individu se rappelle qu'il a un ventre et un ego qui est démesuré, et que donc, il veut manger soit pas cher, soit de la saloperie, soit acheter le gros SUV, quoi. Et si la réglementation, comme on l'a vu sur la question des SUV avec les positions des parlementaires sur la loi climat et résilience, qui ont laissé passer le fait qu'on peut toujours communiquer sur les SUV, eh bien, cette interdiction-là aurait pu permettre de dire à des consommateurs qui, de temps en temps, ont envie parce qu'ils ont envie de consommer, parce qu'ils ont envie d'être plus grands, etc., eh bien, si on avait une réglementation un peu plus contraignante sur ce sujet-là, peut-être que du coup, on aurait pu avoir d'autres aspirations. Voilà. Mais le patrimoine génétique est très, très présent. Et donc, si tout le monde ne change pas le mindset, le paradigme, on va y arriver difficilement. D'autant plus que, effectivement, tu le notais, Rémi, il y a ce que j'appelle le dilemme temporel. C'est-à-dire qu'en fait, tout est dans le monde de l'accélération, bien sûr, mais en même temps, les enjeux de développement durable, ils sont à 80 ans, quoi. Et donc, comment je vois aujourd'hui, dans ce qu'on m'offre en matière de communication, sur des produits, sur des services et tout ce qu'on veut, que je peux avoir tout de suite, et en même temps, on me dit, il faut que tu éteignes ta lumière, ou que tu tries tes déchets, ou que tu sois plus gentil avec ton voisin, parce que ça va aider pour le monde de demain dans 80 ans, quoi. Et ça, effectivement, le rapprochement des deux, et dans la dimension cognitive, tout simplement, elle est difficile pour l'individu. Et quand les médias,
les communicants, les marques n'ont fait véhiculer que d'autres imaginaires ou que d'autres représentations sociales. Je peux avoir tout de suite quelque chose, confère Amazon, confère, etc. Et vous voyez très bien. Eh bien, ça distend l'importance de se dire que mon geste, ma contribution aujourd'hui va servir effectivement à un bénéfice demain, parce qu'on n'a pas su visualiser le bénéfice de demain, voire le bénéfice que je pourrais avoir immédiatement d'être plus sobre dans mes actes d'aujourd'hui. Fort heureusement, Thomas l'a dit, ça vient. Mais les lobbies des grandes marques et les lobbies des grandes agences de publicité sont tels que, par exemple, sur le SUV, les parlementaires ont laissé filer le truc et donc on pourra avoir toujours de la pub de SUV à la télé. Je crois que les politiques c'est très difficile pour eux d'être courageux et de dire aujourd'hui, vous faites un bilan carbone en France en moyenne à 11,5 tonnes. Moi, pour les présidentielles de 2022, je vais me présenter et je vais promettre 2 tonnes par personne. Donc, je vais réduire par 6 votre consommation. Donc, évidemment, aucun politique ne sera élu sur cette promesse-là. Donc, globalement, il faut oublier le pouvoir des politiques par rapport à ces enjeux-là. Et surtout qu'en plus, si on passe à 2 tonnes, effectivement, comme le disait Daniel, on aura un bénéfice dans 30 ans à peu près, parce qu'on sera rentré dans la courbe, etc. Donc, c'est très difficile. Moi, je pense aussi qu'il y a un gros problème d'offre, c'est-à-dire que quand on est une famille de 5 personnes, pour prendre une petite famille, Rémi, et qu'on doit faire 150 km de Toulouse à Moliette, au hasard, ça fait pas plus de 150 km, je pense. 225 km. Très bien. En fait, je ne sais pas quelle est la solution idéale pour se déplacer. Et globalement, je serais tenté de prendre une voiture. Est-ce qu'elle est hybride? Est-ce qu'elle est électrique? Est-ce qu'elle est essence? Est-ce qu'elle est hydrogène, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas une solution non polluante. Voilà. Donc, la meilleure solution, c'est de ne pas aller à Moliette, malheureusement. Donc, aujourd'hui, il y a un problème d'offre. Je parle d'énergie, mais sur tous les secteurs, évidemment, c'est le même problème. Fleury Michon a fait plein d'efforts avec sa campagne Manger mieux depuis de nombreuses années, enlever les nitrites, le sel, etc. Commence le bio, c'est vachement bien. Mais bon, après, ça reste du jambon emballé dans 4 tranches, voire 2 tranches, emballé dans un truc qui est souvent en plastique, peut-être en bioplastique, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas une offre satisfaisante nulle part. Et donc, c'est pour ça que les 10 prochaines années vont être passionnantes. C'est qu'il va falloir que toutes les entreprises se réinventent, mais énormément, changent de modèle d'affaires. C'est pour ça aussi que cette pression des accords de Paris, COP21, avec une trajectoire 1,5 plus degrés, elle est super contraignante et extrêmement stimulante. C'est que il va falloir décarboner énormément nos offres, enfin que toutes les entreprises réfléchissent à la décarbonation de leurs offres, quel que soit le secteur d'activité. Voilà. Donc, ce qui va se passer dans les années prochaines va être intéressant. Je pense, moi, que évidemment, les entreprises ont tout intérêt à plus communiquer sur leurs nouvelles offres. Et donc, on va en entendre parler. Ça va permettre de les financer parce qu'elles vont se développer. Et donc, c'est là où, en fait, il y a de l'espoir. On remarque quand même que la communication évolue avec, dans ce temps de crise, jusqu'à Amazon qui fait la promotion en fait, de l'inclusion dans sa société. Donc, on sent qu'il y a quand même on répond à une pression du consommateur. Là, peut-être que justement, on essaye de réinventer cette histoire, cet imaginaire collectif avec cette période de crise sanitaire. Est-ce que ça veut dire que les entreprises évoluent vraiment dans leur fonctionnement? Est-ce que la communication est le signe avant-coureur d'une prise de conscience et de changement de ces sociétés? Alors franchement, Cécile, la réponse est non, quoi. Parce qu'il faut être, on peut se la raconter comme on veut, quoi. Bon, je vais paraître comme étant peu optimiste alors que je le suis, mais franchement, ça fait, depuis 2008, donc ça fait 14 ans enfin plus, ça fait 20 ans que je fais de la RSE dans mes entreprises. La réponse est non, quoi.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises qui s'engagent, mais ce n'est pas la communication qui est avant-coureur. Là, récemment, on a eu les états généraux de la communication. Bon, ça, c'est les grandes agences et les grandes entreprises qui ont fait des états généraux pour se questionner sur quel est le rôle de la communication. Bon. Tout ça pour montrer que la communication toute seule pouvait s'auto-réguler en disant ben voilà, on est là pour accompagner la transition. Bon, mais on est là pour accompagner la transition. C'est pas la communication qui donne le signal. En tout cas, ça aurait pu l'être, hein, mais c'est pas le cas. Elle ne fait que suivre, franchement. Enfin, je parle pas des pionniers comme Thomas ou d'autres, mais franchement, elle fait que suivre. Et dans les états généraux, là, il y a le patron de l'Union de l'Union des marques qui rassemble les plus importantes marques françaises, je ne sais plus, il y en a 120, etc. Ils ont fait un sondage où il dit 94% des Français attendent des entreprises qu'elles s'impliquent pour mieux aider, les aider à consommer. Bon, donc ok, très bien. Donc si on sait ça, c'est donc aux entreprises à agir pour aider à mieux consommer. Alors, ça veut dire quoi, mieux consommer? C'est des exemples prendre un autre exemple, c'est par exemple, je suis un concessionnaire, qu'à un moment où je vends ma voiture, quelle qu'elle soit la voiture, électrique, hybride, essence, etc., je puisse former mon consommateur à comment rouler plus éco-responsable. Voilà. Ben, les entreprises, les consommateurs attendent ça aujourd'hui. OK. Mais qui va le faire? Qui va le faire? Franchement, aujourd'hui, très très peu. Donc, la communication n'est pas le signal d'eux, parce que, en fait, si aujourd'hui, et merci la Covid, entre guillemets, pour avoir remis les sujets de sociétaux au cœur de la communication, mais en fait, ça ne va pas se jouer là, franchement, hein. Là où ça va se jouer, c'est que les consommateurs n'achèteront plus certains produits. Et ça existe déjà, hein. Et donc, de fait, les entreprises prenant conscience de ça, c'est elles qui vont transformer leur modèle. Si la communication avait vraiment joué ce rôle à part des petits comme nous, enfin, je veux dire, c'est pas péjoratif, mais on est des petits, quoi. Enfin, moi, je pèse rien dans le système, voilà. Donc, si j'avais été le patron de Publicis avec la même conviction, la même expertise, tout ça, j'aurais pu effectivement en 20 ans, dire aux marques, là, vous allez devant un mur, si vous ne transformez pas votre modèle de façon de faire, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez pas rencontrer votre public. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on a quand même l'âpreté au gain qui est très, très grand. Et donc, le seul moyen, franchement, c'est que d'un côté, on a la puissance des citoyens, voilà, mais de l'autre côté, on a le régulateur. Et si on n'a pas le régulateur, eh bien, on n'y arrivera pas. Et on l'a vu sur la RSE, hein. Heureusement qu'à un moment donné, en France, on a le devoir de vigilance. Sinon, des épisodes style la destruction de l'usine Rana Plaza au Bangladesh qui a fait 2000 morts, on continuerait à en avoir et on en aurait. Heureusement qu'on a eu le devoir de vigilance permettant de poser la responsabilité aux entreprises en disant ta responsabilité, c'est aussi tes fournisseurs, de comment tu les traites, comment ils produisent, etc. Ben, si on n'avait pas eu ça, des trucs comme ça, on en aurait encore plein, quoi. Rana Plaza, c'est avril 2013. Hein. Et il Oui. s'est quand même rien passé pendant 6-7 ans. Hein. Oui. Aujourd'hui, les entreprises de mode et de textile commencent à communiquer sur le sujet, commencent à faire du vrai boulot d'éco-conception, de réduction du bilan carbone de chaque élément d'une panoplie, par exemple. Mais c'est très light. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est plus Rana Plaza, c'est les camps ouïghours, avec 45 marques, notamment les plus grandes marques, qui font travailler des esclaves en Chine. Voilà. Donc là, je n'ai pas l'impression qu'ils aient retenu grand-chose. Alors après, il y a évidemment des alternatives avec des petits. Là aussi, comme d'habitude, hein, ils n'ont rien à perdre et ils ont des idées. Ils veulent, et comme ils partent de zéro, ils écrivent sur une page blanche une nouvelle histoire. Donc dans le textile, il y a une marque comme Opal qui fait que du textile à partir de textiles recyclés. Voilà, il y a pas mal il y a Loom qui est une très jolie marque aussi. Il y a des gros qui s'y mettent. Voilà, j'ai l'impression que Kiabi fait quelques trucs. Decathlon fait énormément et prépare plein de belles surprises dans les prochaines années. Mais ça avance pas assez vite. Après, pour répondre aussi à cette même question, Cécile,
alors je sais que Daniel est optimiste, mais il a répondu non. Moi, je suis optimiste et naïf, donc je vais répondre oui. Et j'ai l'impression que la communication annonce quand même plutôt des années plutôt meilleures, pour deux raisons. C'est que c'est plus une bataille sur le volume, c'est un peu une bataille sur la valeur et sur les prises de part de marché. Je parlais de Patagonia, qui est devenue la marque préférée de tous ceux qui vont à la montagne, en disant arrêtez d'acheter mes produits. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de mettre en place des programmes d'éducation à la consommation de leurs produits. Il y a par exemple, là aussi c'est un tout petit, une entreprise qui s'appelle Explora Project, qui propose des excursions dans la nature, dans le monde, et donc ils font énormément d'éducation auprès de leurs clients, qui sont en plus des gens un peu CSP+, influents, etc., sur comment je vais faire un trek d'une semaine de façon la plus responsable possible. Et ces programmes d'éducation, ils sont arrivés partout, et s'il y a bien un truc important dans la communication responsable, c'est la pédagogie. Ça, c'est la première nouvelle, la première bonne nouvelle. Mon deuxième point, c'est un point de vue qui va paraître un peu libéral, droitier politiquement, c'est que moi, je crois encore un peu parfois à l'économie libérale, et pourtant c'est bien celle-là qui nous a foutu dans la merde, mais je crois à la compétition. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une sorte de compétition vertueuse qui est en train de se lancer, et c'est à celui qui sera le plus éco-conçu, le moins carboné. Je prends un exemple, dans l'immobilier, qui est quand même, je vous rappelle, hein, les déchets en France, c'est 8% sont générés par les foyers français, 92% par les entreprises, et là-dedans, il y a 70 points pour le BTP. Donc, c'est des entreprises qui ont conscience de leur impact depuis très, très, très longtemps. Et c'est des entreprises qui font énormément de boulot sur l'économie circulaire, sur l'hippodrome de Longchamp fait par Bouygues. 40% du nouveau bâtiment est fait à partir de gravats de l'ancien. Ils ont fait un chantier, là, ils ont récupéré 10 000 mètres carrés de parquet pour éviter de consommer un nouveau parquet. Et il y a une bagarre qui est très intéressante en ce moment entre ICAD et Gecina, qui sont deux énormes foncières immobilières, à celui qui aura la stratégie carbone la plus ambitieuse. Donc, alors c'est peut-être de l'optimisme, peut-être de la naïveté, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de nouvelle compétition qui est en train de s'installer, et c'est vrai sur tous les marchés, à celui qui sera le plus clean, le plus green, le plus sobre. L'Oréal, LVMH, tous là, ils prennent la parole énormément. Et alors c'est une économie ça très ostentatoire quand même, hein, mais ils avancent énormément sur les parfums. Moi, je fais partie d'un jury de l'industrie du parfum en France, qui est piloté par The Fragrance Foundation, qui est donc l'association des professionnels. Et voilà, et on voit bien qu'il y a une prise de conscience sur le marché des parfums, mais sur le marché de la cosmétique, de la dermato, de l'hygiène, etc. Avec Garnier qui lance ses produits solides. Alors, c'est pas complètement du vrac pour l'instant. Le vrac, entre 2019 et 2022, fait plus de 225%. Donc, tous ces signaux faibles qu'on voit en communication, j'ai envie de croire qu'ils cachent une belle réalité derrière et une belle compétition. Moi, j'avais écrit un article il y a 1 an ou 2 ou 3, je ne sais plus, qui était les leaders de demain dans le monde ne seront pas les GAFA ou les BATX, les Chinois, mais seront les entreprises les plus responsables. Et plus le temps passe, plus je me dis que c'était un peu provocateur comme titre. Mais demain, est-ce que les entreprises les plus décarbonées, celles qui auront vraiment un bilan carbone neutre, enfin c'est nul comme expression, mais c'est comme ça qu'on le dit souvent, ou voire positif, contributif, régénératrice, est-ce que ce ne sont pas ces entreprises qui auront la priorité des consommateurs et donc du coup seront des grands leaders internationaux. Et en France, on a la chance d'avoir énormément de leaders de la RSE sur beaucoup de secteurs d'activité. Daniel parlait du régulateur tout à l'heure en disant que l'une des clés était dans le fait que le régulateur vienne à mettre en place un certain nombre de contraintes. Je crois qu'il faut aussi, on peut aussi rajouter le contrôle. Et je pense là notamment à ces notions de bad buzz quand il y a des enquêtes, quand L214 constate que une industrie agroalimentaire qui prétendait être plus respectueuse des animaux, ben finalement, preuve à l'appui, ne le fait pas. Et quand Yuka met en place
une application qui permet même à chaque individu de contrôler ce qu'il achète et de regarder la qualité du produit. Et j'ai été en discussion avec Corinne Grillet, qui est une créatrice d'entreprise française installée à San Francisco, qui est en train de créer Align, A-L-Y-G-N, qui se veut être un Yuka autour des marques et de ce que les entreprises derrière les marques sont réellement en matière de RSE, c'est-à-dire un outil qui permettra, et j'illustre ça parce que ça va dans le bon sens, il me semble, qui permettra à chacun, quand on va acheter chez quelqu'un, de savoir ce quelqu'un, qui il est, à quel groupe il appartient, est-ce que dans le groupe, il n'y a pas des filiales qui font des choses qui ne nous conviennent pas, tout ça en allant voir sur le web tout ce qui se produit, tout ce qui a été écrit, etc. Et donc une façon finalement de donner un contrôle de la réalité derrière la communication pour faire en sorte que la fausse communication responsable puisse être dénoncée plus facilement. Et je crois que ça aussi, c'est un message d'espoir qui va aider aussi à cette contrainte plus soft, peut-être, que la réglementation, d'aller dans la bonne direction. Ce qui est sûr, depuis un an, je n'ai jamais formé à la communication responsable autant de professionnels de la communication. Et avant, c'était des responsables ou d'agences, petites agences et puis petites entreprises. Là. Depuis un an, j'ai des participants qui sont de grandes boîtes. Donc ça, c'est clair. Ça, le sujet de comment mieux communiquer en évitant le greenwashing et puis d'être plus juste, et notamment à l'appui de ce que tu viens de dire, Rémi, ça, c'est certain. Donc ça, c'est un signal évidemment qui est positif. Mais le problème, c'est qu'en même temps, on a des signaux positifs et en même temps, on a des gens qui disent qu'ils veulent avancer, les grandes entreprises, les grandes marques, mais elles font quand même tout pour freiner le système. Donc, l'autre exemple, c'est le score carbone. On a le Nutri-Score qui marche et donc, du coup, on a voté dans la loi climat et résilience, les députés ont voté l'expérimentation sur le score carbone pour donner un score climat, enfin CO2 aux produits. Très bien, parfait. Donc, sauf que ils ont mis 5 ans ils ont dit ben voilà, on va faire une expérimentation pendant 5 ans. Voilà. Bon, ok. Mais vous avez vu qu'il y a quand même des enjeux. Non, mais pendant 5 ans. Voilà. Et donc, il y a quand même un décalage entre ce qu'on aspire et ce qu'il y a une partie de la population aspire et ce qu'un certain nombre d'entreprises, et évidemment plutôt petites, peuvent se permettre de mettre en place. Et puis, évidemment, les mastodontes qui, de toute façon, ont d'autres enjeux, dont les enjeux financiers. On n'a pas encore parlé, et on ne va pas parler du cas Danone et de la raison d'être, tout ça, parce que c'est le truc. Emmanuel Faber. Voilà, Emmanuel Faber, ça c'est le truc mais qui interroge quand même sur le poids de la finance. Et donc là, on voit bien, quelle que soit la façon dont on lit l'histoire d'Emmanuel Faber et de Danone, on voit bien quand Juste même… pour le rappeler, hein, Oui. Emmanuel Faber est l'ancien PDG de Danone. Il a été débarqué progressivement par un fonds d'investissement minoritaire au sein de Danone qui a fait en sorte de pouvoir l'éjecter pour pouvoir mettre en place une politique plus rémunératrice pour le capital et moins pour l'humanité. Alors, est-ce que c'est un problème de finance ou est-ce que c'est un problème de communication, Faber? Pour moi, c'est un problème de communication. C'est que le mec est brillant, il va vite et il était déjà un peu en avance sur sa boîte. Et donc, il communiquait pas sur des preuves, mais sur des promesses. Et donc, du coup, il a embarqué tout le monde et tout le monde l'adore. Hein. Dans le monde de la RSE, tout le monde a pleuré le jour où on a pris ça. Et voilà. Mais là, typiquement, moi, c'est un problème de communication. Il y a un décalage. Et pour revenir sur ce que Rémi, tu disais, effectivement, il y a Yuka sur l'alimentaire qui s'est déployé aussi aux États-Unis et qui croît extrêmement vite. Il y a Clear Fashion sur la mode. Il y a Rift sur la finance qui a été lancé par Lita.co. Il y a 64% des Français considèrent qu'ils n'ont pas assez d'informations et qui veulent plus de transparence. Donc, il y a une vraie demande. Et il y a aussi toutes ces ONG qui mettent la pression et heureusement qu'elles sont là parce qu'elles ont une puissance terrible. Moi, je dis souvent que la RSE existe depuis 2011 et depuis un film de Greenpeace sur KitKat et l'huile de palme, où pour la première fois, le cours de l'action de Nestlé a chuté à cause d'une vidéo de Greenpeace qui a fait 50 millions de vues en 24 heures. Et là, on s'est aperçu, avec les réseaux sociaux, qu'il y avait une putain de partie prenante qui s'appelait le peuple, les réseaux sociaux, et qui a mis la pression sur une grande entreprise. Et heureusement que les associations sont là pour dénoncer la réalité aussi parfois de ce qu'il peut y avoir derrière. Et tu parlais de L214.
avec les campagnes qu'ils ont faites en 2 ans, là, les Français attachent de l'importance au bien-être animal. Le pourcentage de Français est passé de 35 à 70%. Et donc, ils le prennent en compte dans leurs achats, que ce soit les produits, notamment en mode textile, mais aussi les produits d'hygiène, sur les tests sur les animaux, les produits véganes, etc. Donc, il y a une prise de conscience très, très forte sur ces sujets-là. Et heureusement qu'il y a une pression populaire, ONG, pour faire évoluer ces entreprises-là vers… et c'est aussi pour ça que le greenwashing est une énorme bêtise, en fait. C'est une erreur professionnelle d'un directeur de la communication que de faire du greenwashing. Parce que tout le monde se fait choper. En premier lieu, les salariés qui sont là pour dénoncer et qui font fuiter des informations. Et évidemment, que toutes les ONG regardent la campagne d'Areva qui dit l'énergie au sens propre. C'était il y a 10 ans. Elle était belle, celle-là, quand même. Voilà, donc c'est comme Daddy Sucre et comme plein de campagnes. Donc aujourd'hui, c'est une faute professionnelle que de faire du greenwashing. Ça ne marche pas, c'est contre-productif. Et pourtant, le bilan 2019 de l'ADEME avec la RPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, hein, dans les pubs qui sont soumis, alors soit les pubs télé, soit volontairement des pubs médias, radio, etc., qui sont soumis à la RPP, il y en a 84% dont le thème est, pardon, dans les pubs soumises ou les communications soumises à cette instance de régulation de la publicité, notamment sur le volet développement durable, dans l'ensemble des publicités qui sont soumises, dont le thème est de près ou de loin lié à l'environnement, il y a 84% ou 85% qui sont retoqués par la RPP et renvoyés chez les annonceurs pour dire là, quand même, ce que vous êtes en train de dire, c'est juste pas raccord avec la réalité de ce que vous êtes. Et ça, c'est 2019. Voilà, 2019, tu vois. Donc, bon, alors… Donc, il y a encore des grosses habitudes de washing, c'est ça que tu es en train de nous dire. C'est ça. Et ça, on verra les bilans. On n'a pas encore le bilan 2021, c'est tous les 2 ans qu'ils produisent leur truc, mais on verra ce qu'il en est. Et j'ai bien peur qu'avec la Covid, qui par ailleurs a servi pour notamment prendre la conscience pour les entreprises qu'il y avait des attentes en termes de Made in France, en termes de social, de sociétal, etc. Donc ça, et puis d'environnement, très clairement. Mais du coup, effectivement, et c'est de la réflexion de Cécile, c'est que le sujet de la RSE ou des engagements sociétaux, les marques s'en sont emparées. Et donc, celles qui font des trucs et qui en parlent, ben, ça va. Celles qui font pas grand-chose et qui t'en parlent beaucoup, je pense que le nombre de cas de greenwashing, et pas que sur les grands médias, et notamment sur les réseaux sociaux, avec la Covid, ça va être accéléré. Voilà. Parce que les réalités ne sont pas… Tout à l'heure, je parlais de cette saine concurrence. Le problème, c'est qu'il y a évidemment des dérapages avec le directeur marketing qui veut faire une campagne encore plus clean que le directeur marketing de son voisin, de son concurrent. C'est évidemment le problème. Exemple récent, showroomprivé.com. La petite vidéo là qui était où il y a une personne, enfin il y a une fille qui pédale et en même temps elle trie ses déchets et puis elle fait le tour de la planète et puis à la fin elle dit je peux être conscient des enjeux environnementaux mais continuer à consommer. Et derrière il y a moins 70% acheté sur showroomprivé.com. Eh ben, le jury de déontologie publicitaire de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité a quand même tranché en disant ça, c'est du greenwashing, quoi, parce qu'on promeut l'acte de surconsommer en baissant les prix, tout sous prétexte que je fais du vélo, quoi. Bon, c'est juste pas possible. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il faut réinventer les discours et les propos et les savoirs des communicants. Et donc, ça passe, et Thomas, tu l'as dit tout à l'heure, ça passe nécessairement par la pédagogie, l'éducation et la formation des communicants. Et le gros enjeu demain des jeunes générations de communicants, c'est qu'ils ne sont pas assez formés aux enjeux sociétaux et aux enjeux de communication responsable dans leur école. Et donc, quand ils sortent, bah, ils font ce qu'on leur a appris, voilà, et du coup, les dérives peuvent continuer. Mais il y a un jeu de pédagogie à jouer aujourd'hui, et c'est le rôle des communicants, assurément, aujourd'hui, qui sont engagés comme Thomas.
Parfait, merci Daniel. On saurait espérer un mot de la fin plus opportun. Daniel, Thomas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Rémi, à bientôt pour une prochaine. Bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.